Chers futurs managers, bienvenue dans votre cours de principes de management. Alors, cette séance, elle sera dédiée à l'étude du management international. Donc, nous allons essayer d'utiliser toutes les connaissances issues des autres chapitres pour arriver à comprendre l'importance du management international, à savoir que le management international et le fait que l'entreprise décide de partir et s'implanter à l'étranger est une sorte de changement. D'accord? Alors, le plan de cette première partie contient les parties suivantes: définition du management international et les facteurs d'internationalisation, le cadre culturel de Hofstede et cadre culturel Globe, les stéréotypes culturels et les institutions sociales. Alors, comme introduction, on sait tous que l'environnement international est de plus en plus donc ouvert et la concurrence, elle s'élargit de plus en plus. De ce fait, il faut prendre en compte les différences culturelles pour deux objectifs. Premièrement, satisfaire les besoins des clients. Deuxièmement, intégrer les équipes de travail multiculturelles. Donc ici, notre objectif, on sait que l'entreprise, elle essaie de trouver de nouveaux marchés, elle essaie de s'élargir au niveau international et si la concurrence, elle existe sur le marché local, elle existe aussi sur le marché international. Mais lorsqu'on va partir à l'international, vous devez savoir en tant que manager que l'autre pays, il a une culture. Chaque pays où vous voulez implanter votre entreprise, il y a une culture bien spécifique. Et les paramètres, disons, les paramètres de la culture, elles diffèrent d'un pays à un autre. Donc, vous devez prendre en compte euh, tous ces facteurs et tous ces paramètres pour instaurer et pour créer votre entreprise ou votre activité. Pour réaliser deux principaux objectifs. Premièrement, si vous voulez satisfaire le besoin d'un consommateur, vous devez savoir euh, qu'est-ce qu'il a besoin, quelle est sa religion, quelles sont ses habitudes dans ce pays-là, etc. D'accord? Et ensuite, intégrer les équipes de travail multinationales. Puisque vous allez vous implanter là-bas, euh, vous allez être en position de gérer des équipes qui ont des cultures qui sont différentes. Par exemple, je donne l'exemple, par exemple, des entreprises, des employés, pardon, des employés français, des employés hindous, des employés africains. Donc, euh, chaque employé, il a sa propre culture. D'accord? Donc, ici, vous, en tant que manager, comment vous allez gérer ces équipes-là? Comment vous allez garder une bonne ambiance de travail? Comment vous allez gérer la communication entre ces différents employés et ces différentes cultures? Ça, c'est votre travail à vous. Alors, la mondialisation des économies a un impact fort sur les modes de gestion des RH. Donc, ce n'est pas avec la même façon qu'on gère les ressources humaines au niveau local qu'au niveau mondial. Donc, forcément, il y a des aspects et des modalités qui vont changer lorsque je vais manager des ressources humaines multiculturelles. De ce fait, le manager doit avoir les compétences nécessaires pour pouvoir gérer cette multiculturalité.
Donc, la diversité culturelle n'est pas un handicap, mais un avantage concurrentiel. Il y a certains dirigeants que ils, ils mettent dans leur tête que puisque on est différent, euh, donc on est issu de cultures différentes, ceci constitue donc un handicap pour le lancement du projet. Alors que c'est le contraire. Plus nous sommes euh, hétérogènes, d'accord, plus nous sommes issus de cultures différentes, plus ceci, donc, il va engendrer et il va nous amener et il va enrichir les équipes de travail. Parce que chaque culture, elle a ses expériences, chaque culture, elle a ses croyances, elle a ses valeurs, et on ne sait pas euh, d'où donc les idées et euh, le croisement, je dirais donc le mix et le croisement de ces cultures peut donc nous amener à un avantage concurrentiel très important pour notre entreprise. Donc, avant de commencer la première partie, donc, il y a certaines notions de base que vous devez savoir. Premièrement, donc, la mondialisation, c'est quoi? C'est la transformation du monde en une petite commune où toutes les entreprises ils sont en train d'opérer ensemble. Donc, toutes les civilisations sont étroitement liées sur le plan économique, politique, culturel et sociologique. N'importe quel événement qui a lieu dans n'importe quel pays du monde a des répercussions sur les autres pays du monde. Par exemple, ici, je donne donc l'exemple de la guerre en Ukraine. Donc, elle a affecté donc tous les pays du monde, d'accord? La mondialisation est favorisée par l'interdépendance entre les hommes, la déréglementation, la libération des échanges, la délocalisation de l'activité, la fluidité des mouvements financiers, le développement des moyens de transport et de télécommunication. Donc ici, la mondialisation, elle est venue pour euh, créer une sorte de connexion, une sorte d'interdépendance entre les pays du monde. À travers quoi? À travers donc la déréglementation. Donc il y a certaines barrières réglementaires donc euh, qui vont euh, on va donc on va changer le système de réglementation entre ces pays-là, d'accord? Et peut-être il y aura donc ce qu'on appelle des réunions donc entre ces pays comme les pays européens ou les pays africains. Et la libération des échanges, ça veut dire que dans une zone bien déterminée, donc euh, ne, euh, les marchandises entre deux pays, donc ils vont passer sans, euh, sans barrière tarifaire de la douane. Les différentes facettes de la mondialisation, on a la facette économique, donc on a un développement du commercial international avec des intervenants transnationaux, à l'instar des firmes transnationales. Financière, ça veut dire l'apparition d'une finance mondiale comprenant des échanges monétaires et financiers internationaux. Culturelle, euh, confusion des cultures dans toute leur variété et l'apparition d'un supraculture mondialisé. Et ça constitue pour certaines entreprises et pour certains pays un risque parce que cette mondialisation, elle va toucher leur culture. Ça veut dire, elle va, en d'autres termes, essayer d'effacer cette identité de culture d'un pays donc bien déterminé.
Autre facette de la mondialisation, la facette politique, la croissance et l'influence grandissante des organisations internationales comme l'OMC et l'OCDE, l'OMS et l'ONU. La facette sociologique, transmission de l'information en temps réel, corrélation et interdépendance des phénomènes et de leurs effets. La mondialisation donc géographique, classement des diverses régions du globe en euh, permanente évolution. Les conséquences de la mondialisation, premièrement, l'augmentation de la production, puisque on va ouvrir d'autres, on va s'ouvrir sur d'autres marchés, donc il y aura une surconsommation donc des ressources naturelles et on va causer donc la déforestation. L'augmentation aussi de la production, elle va engendrer aussi des effets sur notre environnement, à savoir le réchauffement climatique, l'émission de gaz à effet de serre. Elle va causer donc l'accroissement des échanges financiers et économiques et commerciaux. Elle va aussi euh, accélérer le développement industriel et euh, causer aussi donc l'amélioration des conditions économiques mondiales. On passe à la globalisation. La globalisation, donc, il s'agit d'une stratégie qui consiste à utiliser les savoir-faire les plus pertinents quelle que soit leur localisation dans le monde. Lorsqu'on parle de libéralisation, de globalisation, c'est la libre circulation des biens, services, capitaux, hommes et connaissances donc, qui vont contribuer à cette globalisation. Cette globalisation, elle est caractérisée notamment par le développement des échanges et des interactions humaines sur toute la planète. Les moteurs de la globalisation sont la dynamique financière à l'autonomie croissante, la dynamique de raccordement des diverses politiques économiques, la dynamique de l'estimation contenue de la performance atteinte, la dynamique technologique et son impact sur le niveau de productivité et la dynamique de concurrence. Donc, tous ces dynamiques-là sont les moteurs de la globalisation. Donc, ce sont eux qui vont euh, pousser plus vers la globalisation. Les conséquences de la globalisation sont l'augmentation exponentielle des liens pardon, et des acteurs diminue la précision et la fiabilité des prévisions. L'actualisation des données doit être permanente. Les estimations commerciales et le gain financier sont de plus en plus inexacts. Deuxième conséquence, la délocalisation vers les pays les plus propices, le besoin permanent de réduire les coûts de production, de commercialisation et de gestion générés par une concurrence internationale qui est intense. La globalisation aussi, elle entraîne une instabilité de la GRH, de la gestion des ressources humaines, et bien plus complexe puisqu'on parle ici des expatriés. Et ces expatriés, plus ils vont augmenter dans un pays, plus la culture de ce pays, elle sera donc en danger. L'apparition des problèmes de décalage horaire lors de la communication, donc ici, il faut donc savoir euh, les horaires donc, entre pays pour pouvoir communiquer de façon flexible et donc de façon euh, performante. Autre conséquence donc de la globalisation, le raccourcissement du temps. La concurrence à l'échelle internationale est impactée par le temps. On arrive à l'internationalisation. C'est une stratégie de développement d'une entreprise au-delà de son marché national d'origine. Elle se manifeste par l'implantation d'unités de production dans d'autres pays ou la conquête de plusieurs marchés internationaux. Elle permet de standardiser globalement l'offre. On passe ensuite à la notion euh, d'internationalisation des
échanges qui contient deux principaux volets. Premièrement, on va comprendre qu'est-ce que c'est que la zone de libre-échange. Selon l'article 4 alinéa 8b de l'accord général sur les tarifs douanières et commerce accord, GATT, donc la zone de libre-échange est un groupement de deux ou plusieurs territoires douaniers entre lesquels les droits de douane et autres réglementations respectives des échanges commerciaux sont éliminés pour l'essentiel des échanges commerciaux portant sur les produits originaires des territoires constitutifs de la zone de libre-échange. Donc ici, lorsqu'on parle de zone de libre-échange, on parle d'un groupement ou d'un rassemblement de deux ou plusieurs pays qui vont signer entre eux un accord de libre-échange. Donc, à leur, euh, à leur territoire, donc, il y aura un échange de produits et ces produits ne vont pas payer donc les tarifs douaniers. Ils seront exonérés. La zone de libre-échange, c'est un endroit où l'on peut expédier, manipuler, fabriquer, reconfigurer et réexporter les marchandises sans l'intervention des agences en douane. Son objectif est de favoriser le commerce entre pays le plus souvent proche du point de vue géographique et de favoriser la spécialisation des économies et la croissance économique. La deuxième notion, c'est l'investissement international appelé IDE. Cette IDE, donc, elle est définie par l'FMI comme un engagement de capitaux effectué en vue d'acquérir un intérêt durable, voire une prise de contrôle dans une entreprise exerçant ses activités à l'étranger. Donc, c'est comme si, par exemple, on va prendre une entreprise tunisienne qui veut investir, par exemple, dans une entreprise, disons, française, d'accord? Donc, sa part ou sa participation dans le capital, elle va donc constituer ce qu'on appelle un IDE. L'IDE, ce sont les investissements opérés pour créer une filiale à l'étranger ou de posséder un contrôle partiel d'une entreprise étrangère. Donc ici, on a le cas, par exemple, de fusion, de création ou de développement d'une filiale basée à l'étranger. Les IDE sont utilisés par les économistes pour mesurer l'attractivité économique d'un pays. Les avantages donc de l'investissement international, c'est le fait de générer des rendements supérieurs, avoir un portefeuille internationalisé procurant un avantage de couverture vis-à-vis des risques locaux. Donc, lorsque donc notre entreprise, elle va investir à l'étranger, donc c'est comme si c'est une couverture pour si il y a des risques au niveau local, par exemple, je ne sais pas moi, euh, comment dirais-je, euh, un événement qui va déstabiliser donc, le marché local. Comme ça, son investissement à l'étranger, donc leur rapporter, euh, il va leur rapporter des bénéfices. Ensuite, la notion, on doit comprendre qu'est-ce que c'est que la culture. Parce que lorsqu'on va étudier le management international, nous allons nous intéresser à la culture de pays où nous allons nous implanter. Alors, Philippe Ibrahim, dans son livre La logique de l'honneur, il définit la culture euh, Donc, il définit la culture comme étant, si la culture, elle affecte tellement la vie des entreprises, c'est parce qu'elle affecte la manière de gouverner les hommes. Donc, ici, la culture,
est un élément primordial pour que vous puissiez, en tant que manager, savoir comment vous allez piloter et comment vous allez manager ces employés. La culture est l'ensemble de croyances, valeurs, normes et règles, symboles et traditions partagées par un groupe étendu de personnes. Selon Hofstede, la culture est la programmation collective de l'esprit qui distingue les membres d'un groupe par rapport à un autre. La culture est un système de valeurs détenu collectivement. Donc ici, c'est très intéressant donc, pour comprendre la culture et la programmation collective de l'esprit. D'accord? Ça, c'est intéressant parce que la culture, elle est incarnée dans chacun d'entre nous. Selon Hall, la culture est le moyen de communiquer avec les autres. Lorsque cela ne marche pas, il y a un choc culturel. Donc ici, avec chaque culture, il y a une méthode de communication, d'accord? Il y a certains paramètres que vous devez respecter lorsque vous allez communiquer donc avec donc, certains employés euh, donc issus de cultures différentes. Et à cause de ces différences culturelles, les gens du monde ont fait des stéréotypes qui sont vraiment intéressantes. Donc, comme le montre la figure, lorsqu'on parle de culture, il y a ce qu'on appelle la culture superficielle, qui est constituée de communication de base, de la nourriture, la littérature, art visuel, etc. Et la culture profonde, qui est constituée de structures de croyances, de compréhension du temps, concept de la justice, les éthiques du travail, la religion, la modestie et la politesse, etc. On passe pour comprendre l'iceberg de la culture d'entreprise. On a déjà expliqué la culture d'entreprise. On a dit que la culture d'entreprise, donc lorsqu'on part dans les profondeurs, elle est constituée donc de confiance, des opportunités donc pour former, pour apprendre. On parle de la sécurité, de la culture sécurité au sein de cette entreprise. On parle des valeurs de l'entreprise. On parle donc des éthiques de travail, on parle des résultats, on parle des missions, de la flexibilité, de l'autorité, donc de la satisfaction de travail procurée donc au sein de cette entreprise, de la vision, de la discipline, etc. Commençons donc tout d'abord pour définir le management international et donc nous allons énumérer les facteurs d'internationalisation. Selon Sabine Urbain, le management international, c'est l'adaptation à la contrainte qui s'impose à tout pays de firme en raison de l'interaction croissante des espaces mondiaux pour déterminer où vendre, où produire et où trouver des ressources dans les conditions les plus avantageuses. Selon Warren Keegan, c'est un processus qui vise à optimiser les ressources et axer les objectifs d'une organisation au travers des opportunités d'un marché global. Pourquoi s'internationaliser? En tant qu'entreprise basée au niveau local, j'ai mon marché, je gagne donc des profits, j'ai des profits donc qui me permet donc de couvrir mon activité et donc je suis stable, je suis bien, donc mes employés sont satisfaits, etc. Maintenant, la question qui se pose, pourquoi je dois, en tant qu'entreprise,
passer et m'implanter, que ce soit m'implanter ou faire une fusion ou acquisition d'une entreprise à l'international. Premièrement, pour renforcer la visibilité de la marque. La raison pour laquelle je vais partir à l'étranger, la raison avec laquelle je vais créer une entreprise à l'étranger, une filiale à l'étranger, c'est que je veux que ma marque ait là plus de visibilité. Deuxièmement, l'innovation technologique et donc ce qu'on appelle les nouvelles technologies de l'information et de communication. Donc ici, ces nouvelles technologies de communication qui vont faciliter les échanges d'informations et leur diffusion, vont nous pousser à nous internationaliser. Une chose qui est très intéressante lors de l'internationalisation, c'est le fait euh, c'est le fait donc d'avoir de la déréglementation des marchés. Ça veut dire l'élimination donc des barrières et la facilitation des échanges, que ce soit l'échange des biens ou l'échange financier, puisqu'il y aura la libre circulation des actifs, donc à savoir les IDE. D'accord? Ensuite, le facteur suivant, c'est l'instauration d'institutions internationales qui encadrent et stimulent le libre-échange tels que l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, et l'FMI, le Fonds monétaire international. Ensuite, la régionalisation des échanges entre les pays transfrontaliers, donc comme l'Union européenne, le fait donc de libérer les échanges entre ces pays-là, d'accord, vont nous euh, vont encourager les entreprises à s'internationaliser puisque dans le cas de l'Union européenne, il y a donc une monnaie qui est unique pour pour tous ces pays, d'accord? Une autre euh, Une autre cause pour laquelle l'entreprise elle doit passer à l'international, c'est le fait de subir une concurrence nationale qui est accrue sur un marché. On peut avoir l'entrée de nouveaux concurrents qui sont peut-être plus puissants que nous et qui vont prendre nos parts de marché. Et plus cette concurrence donc elle est accrue, plus mon entreprise elle ne peut pas se développer et elle ne peut pas avoir de nouveaux clients. Donc ici, elle va décider de partir à l'international. La saturation aussi de la demande locale bloquant le développement de l'entreprise. Donc, sur le marché local, la demande, elle est saturée. D'accord? Ensuite, la diminution de la part de marché et le secteur, il est de moins en moins porteur. On a dit que lorsque on va analyser le marché, donc nous allons utiliser les 5 forces de porteurs. Nous avons déjà étudié. Donc, ces 5 forces de porteurs, pardon, ils vont nous amener à savoir si le marché, il est encore porteur ou non. Est-ce que, en tant que moi, nouveau entrepreneur, est-ce que je peux créer mon entreprise dans ce secteur? Est-ce que je vais en bénéficier ou non? Donc, lorsque il y aura une diminution de part de marché, ça veut dire que ce marché-là ou ce secteur, il est de moins en moins porteur. Donc ici, je dois m'internationaliser. La dépendance vis-à-vis d'un seul pays. Donc ici, si je vais rester au niveau local, ça veut dire que euh, tout mon capital et tout mon entreprise, elle dépend uniquement d'un seul pays. D'accord? Et on a déjà dit que le manager, il doit essayer de trouver donc et de satisfaire de nouveaux clients et de créer de nouveaux produits
et avoir un portefeuille donc client qui lui permet donc de continuer et de développer son activité. Le contournement des barrières tarifaires et non tarifaires en fabriquant sur place. Donc ici, lorsque je vais m'internationaliser, je vais implanter une filiale à l'étranger. Ça veut dire que je vais éviter de fabriquer dans mon pays, exporter là-bas, payer les tarifs douanières, etc. Donc ici, si je vais m'implanter là-bas, si je vais implanter une comment dirais-je, un atelier de production sur l'international, ça veut dire que je ne vais pas payer ces tarifs pour mes produits. Donc, fabrication sur place. Ensuite, pour s'internationaliser, me permet d'accéder à une clientèle internationale. Donc ici, je vais travailler sur deux types de clients qui sont différents, les clients locaux et les clients internationaux. Deuxième partie, donc, nous allons étudier le cadre culturel de Hofstede et le cadre culturel GLO. L'internationalisation des entreprises et le management international nous met face à, disons, face à une énigme, si je peux utiliser ce mot-là, c'est la culture du pays où nous allons nous implanter, plus la culture des différents employés donc, au sein de cette entreprise. Le cadre culturel donc, de Hofstede, il contient 6 dimensions culturelles. Premièrement, on va comprendre comment cette culture, elle voit la relation entre le boss et l'employé. On va comprendre aussi comment cette culture, elle voit l'individualisme et le collectivisme. On va voir aussi comment cette culture, elle voit la masculinité et la féminité. On doit aussi comprendre comment cette culture, elle fait face à l'incertitude et quelle est son orientation à long terme et à court terme et la retenue contre l'indulgence. Ces 6 dimensions, sont nécessaires, l'étude de ces 6 dimensions sont nécessaires pour adapter la communication aux relations interculturelles. Elle va montrer les valeurs et directions sont influencées par la culture. Donc, ce n'est pas, je vais vous donner un exemple, euh, ce n'est pas de la même façon que nous allons diriger une équipe tunisienne que on va diriger une équipe, par exemple, brésilienne, par exemple. Vous devez savoir que chaque culture, elle a ses spécificités. Chaque culture, elle a un regard et une position bien déterminée par rapport à ces dimensions-là. Alors, chaque pays présente des degrés divers de très multiples. Le pouvoir, l'inégalité, la féminité, l'évitement de l'incertitude, l'intégration sociale et l'ouverture au changement. Ça, c'est important. Alors, ces dimensions, ils vont du faible à l'élevé. Alors, pour
la première dimension, ça veut dire la distance de puissance. On part du partage du pouvoir à l'autoritarisme. Pour la deuxième, on part des intérêts collectifs, aux intérêts individuels. Pour la troisième, on part d'égalité et ici, on part de masculinité. L'indice, concernant le quatrième indice d'évitement d'incertitude, on va parler des pays qui ont et qui vont plus vers l'innovation et ici des pays qui sont moins, qui vont moins vers l'innovation. On parle ici en cinquième dimension, on parle des limites directives universelles et on va parler de la flexibilité. La retenue contre l'indulgence, on va parler des pays qui sont plus pessimistes et jusqu'à arriver aux pays les plus optimistes. Commençons donc dimension par dimension. La première dimension, c'est la distance de puissance de pouvoir. Elle mesure la mesure dans laquelle le pouvoir et l'inégalité sont tolérés par les suiveurs. Donc, l'État faible, donc l'employeur et l'employé, ils sont proches tous les deux. Les pays à faible indice de distance hiérarchique sont égalitaires. Ils favorisent les structures organisationnelles horizontales avec une prise de décision décentralisée. Ils ont tendance à répartir le pouvoir plus équitablement. Donc ici, c'est une entreprise, ou ce sont des pays qui ont une culture où il n'y a pas vraiment ce rapport employeur-employé. Il n'y a pas une grande distance entre eux. Il y a un partage de pouvoir. Il y a donc de la décentralisation de la décision. Ce n'est pas uniquement l'employeur qui va prendre la décision. Ce sont les pays donc comme le Danemark, l'Irlande et les pays anglo-saxons. Deuxièmement, on trouve l'indice ou les pays avec un indice de distance hiérarchique élevé adoptant la hiérarchie et encouragent la bureaucratie. Donc, qui encourage la bureaucratie. Euh, Ici, la distance entre employeur et employé, donc, elle est grande. Il y a le respect de l'hiérarchie, d'accord? La culture est définie par l'acceptation des différences de pouvoir et le respect du rang et de l'autorité. Dans ces pays-là, donc, l'employeur, il jouit d'une autorité et les employés respectent donc leur rang, comme dans les pays de l'Amérique latine, l'Asie et l'Afrique. Donc ici, lorsque vous allez en tant que manager euh, travailler avec des gens issus de ces deux pays, de ces deux genres de pays, vous devez savoir comment ils voient l'employeur et quelle est la relation entre employeur et employé. D'accord? Pour ne pas brusquer et donc, comme Al a dit, si on ne comprend pas et on ne sait pas comment on va communiquer avec une culture bien déterminée, nous allons provoquer un choc culturel. Deuxième dimension, le collectivisme vise l'individualisme. C'est le degré d'intégration des sociétés dans les groupes. Il tient compte de l'obligation perçue ou de la dépendance vis-à-vis des groupes. Pour les pays collectivistes, donc les pays collectivistes, ils accordent plus d'importance aux objectifs et au bien-être d'un groupe, les individus sacrifiant leurs besoins et leurs désirs.
De nombreux pays avec un indice de distance de puissance élevé affichent euh, des tendances collectivistes. Donc ici, les individus, ils sont, euh, ils sont tenus et ils sacrifient leur bien-être, leurs besoins pour, euh, pour le bien-être et la satisfaction du besoin collectif, donc de plusieurs, euh, des différents employés ou des différents individus de ce pays-là. Exemple, l'Afrique, le Proche-Orient et l'Asie. Donc, dans ces pays, ce sont des pays donc collectivistes. On passe aux pays qui sont individualistes. Ce sont des pays qui accordent plus d'importance à la réalisation d'objectifs personnels. Donc, la culture définie par un cadre social lâche où les individus prennent soin d'eux-mêmes et de leur famille immédiate. Donc ici, on parle d'exemples des États-Unis, l'Australie et la Grande-Bretagne. Comme donc l'image le montre, chaque individu, il est en train de se regarder dans le miroir, donc il est concentré sur la réalisation de ses propres objectifs, la réalisation et la satisfaction de ses propres besoins. On passe à la troisième dimension, la masculinité et la féminité. La dimension, donc, cette dimension englobe les préférences sociétales concernant la réussite, les rôles de genre et le comportement. Donc, il y a des pays qui sont féminins, comme la Suède et la Norvège, qui considèrent l'éducation comme importante. Donc, ce sont des pays qui encouragent les femmes à étudier. Les rôles de genre sont plus fluides et flexibles et l'accent est mis sur le service et la qualité de vie. Ce sont des pays où euh, ce sont des pays féminins où on parle de coopération, on s'intéresse à la qualité de vie et où on aime travailler. D'accord? Comme les pays donc scandinaves et les Pays-Bas. On passe aux pays donc masculins, comme le Japon, l'Australie, qui considèrent le pouvoir comme important. Ces pays masculins, ils sont caractérisés par l'ambition, la réussite, le pouvoir et l'affirmation de soi sont privilégiés. Les hommes et les femmes occupant des rôles distincts mais complémentaires dans la société. Donc, leur objectif, ces pays masculins, c'est la compétitivité, la réussite et être le numéro un. Exemple donc des pays, le Japon, l'Allemagne et l'Amérique latine. Donc ici, on n'est pas en train de parler de genre, d'accord? On est en train de parler de la place de chaque genre dans ces pays-là. Donc ici, dans les pays féminins, donc l'objectif lorsque nous sommes en train de travailler, donc on est coopératif, on s'intéresse à la qualité de vie et on aime travailler, d'accord? Par contre, ici, les pays masculins, leur centre d'intérêt, c'est la compétitivité et la réussite. On passe à la quatrième dimension, à savoir l'indice d'évitement et d'incertitude qui évalue le degré d'incertitude et d'ambiguïté euh, qu'un pays tolère. Comment le pays gère-t-il les événements inconnus ou inattendus? Premièrement, on va commencer par les pays à faible indice d'évitement de l'incertitude. Donc, c'est un pays qui est à l'aise avec l'incertitude. Les citoyens de ce pays sont plus à l'aise dans des scénarios non structurés. Il plus-value la créativité, l'autonomie et la liberté de lâcher les risques. Il accepte le risque et il suit le courant. Donc ici, ce sont des gens qui n'ont pas un problème avec les imprévus et
les événements inconnus. Donc, ils accordent de l'importance à la créativité, à l'autonomie, comme donc la Chine, la Jamaïque, le Royaume-Uni et la Scandinave. L'autre genre donc de pays, ce sont des pays à indice d'évitement de l'incertitude qui est élevé. Donc, ce sont des pays qui ne sont pas à l'aise avec l'incertitude. Ces pays ont tendance à privilégier les règles, procédures et normes formelles. Donc, il y a un respect. Donc, ils n'acceptent pas l'incertitude, ils ne tolèrent pas, ils ne sont pas, disons, flexibles avec cette incertitude. Tout écart par rapport à ces pratiques acceptées est considéré comme indésirable, voire illégal dans certains cas. Diminuer le risque et contrôler le futur. Donc, dans ce genre de pays, donc, les managers doivent veiller à diminuer le risque et contrôler le futur. Exemple, le Japon, le Mexique, l'Allemagne et la Pologne. La cinquième dimension, orientation long terme, orientation court terme, elle décrit comment les cultures sont orientées vers l'espace et le temps, comment les différents pays surmontent-ils les défis réels ou potentiels. Donc, il y a des pays qui sont orientés vers le court terme. Ils acceptent mieux le changement parce qu'ils le considèrent comme inévitable. Ils ont tendance à se concentrer sur les gains à court terme et la gratification immédiate au détriment d'un gain futur. Donc, il y a une concentration sur le court terme. Gain immédiat et temporaire et le fait de dépenser de l'argent, comme les pays anglo-saxons, l'Afrique et les pays donc du Maghreb. Les pays qui ont tendance à s'orienter vers le long terme, ça veut dire qu'ils vont mettre l'accent sur les traditions et les coutumes pour surmonter les défis euh, et voient le changement comme un élément négatif. Ces pays, donc, plus-value l'épargne, la persévérance, la planification et le rapport de la gratification pour assurer un avenir meilleur. Ils s'intéressent donc à la stabilité, la durabilité, économiser de l'argent. Exemple, les pays de l'Asie de l'Est, l'Europe occidentale et la Russie. La sixième dimension, donc, elle parle de l'indulgence vis le retenu. C'est le fait d'analyser comment les différentes cultures reconnaissent le besoin humain naturel de satisfaire des impulsions ou des désirs. Il y a des pays restreints, euh, donc qui ont des sociétés qui suppriment ou réglementent la satisfaction des désirs par le pays des normes sociétales. Le respect des obligations individuelles est assimilé au but de la vie. Et certains peuvent ressentir de la culpabilité ou de la honte pour s'engager dans des activités qu'ils considèrent frivoles. Donc ici, ils s'intéressent dans ces pays restreints, ils s'intéressent au travail et contrôlent leurs désirs. Exemple, l'Asie donc de l'Est, l'Europe de l'Est et les pays musulmans. Les pays donc ici indulgents, ils ont des sociétés qui encouragent les individus à profiter de la vie et à s'assumer. En conséquence, ils voient les loisirs comme une vertu et le plaisir comme leur étant à prendre. Loisirs, libérer les désirs. Donc ici, euh, on- la personne ou l'individu dans ce pays-là, euh, il, euh, il accorde une importance aux loisirs et à ses désirs. Donc ici, il ne va pas se priver, comme donc les pays d'Europe du Nord et l'Amérique latine. On passe à l'étude du deuxième cadre culturel globe, euh, à savoir Global Leadership and Organisationnel
Behavior Effectiveness, qui permet aux managers de mieux comprendre comment être performant dans un environnement international. Le cadre culturel GLOBE est composé donc de dimensions culturelles, dont 5 similaires à celles du cadre culturel Hofstede. 2 dimensions culturelles propres au projet GLOBE, qui sont l'orientation vers la performance, c'est le degré auquel les sociétés mettent l'accent sur la performance et la réussite, et l'orientation humaine, qui est le degré auquel les sociétés accordent de l'importance à l'équité, à l'altruisme et à la compassion. Les dimensions du cadre culturel GLOBE, donc, comme on a dit, la distance hiérarchique qui reflète le degré d'acceptation de la répartition inégale du pouvoir, le contrôle de l'incertitude, le collectivisme vise l'individualisme, la confiance en soi, l'orientation vers l'avenir. Et pour nous, cette orientation à la performance, elle reflète la manière dont l'organisation encourage et récompense les membres du groupe pour l'amélioration des performances et l'excellence. L'orientation humaine, elle reflète la manière dont le groupe encourage et récompense les personnes pour leur générosité, gentillesse, attention, justesse à l'égard d'autrui. Donc, ce sont 2 composantes qui ont été ajoutées par le cadre culturel GLOBE. Le cadre culturel GLOBE, il a classé les pays en 10 groupes en 10 groupes présentant des caractéristiques culturelles similaires. Donc, ces 10 groupes, ils sont donc présentés dans cette roue, d'accord? On trouve les pays anglo-saxons comme le Canada, l'USA, l'Irlande, South Africa. On trouve donc les pays de l'Amérique latine comme le Mexico, l'Argentine, l'Équateur. On trouve donc aussi le South Asia, euh, Philippines, le Malaisie, la Thaïlande. On trouve donc ici les pays du Middle East comme la Turquie, le Koweït, l'Égypte, le Maroc, le Qatar. On trouve donc c'est presque un classement selon ces caractéristiques de culture qui sont similaires. Pour comparer la manière, dont les différents clusters évaluent différentes formes de leadership, les chercheurs de GLOBE ont examiné 6 profils de leadership. Donc ici, nous allons, à travers ce cadre culturel, comprendre comment ces pays ils voient donc le leadership. Les 6 profils de leadership sont le leadership charismatique, orienté vers l'équipe, participatif, humain, autonome et autoprotecteur. Donc ici, dans ce tableau-là, nous allons voir ensemble les 7 clusters les plus importants et les plus pertinents pour les managers internationaux et les styles de leadership préférés. Donc ici, vous, en tant que manager, lorsque vous allez vous internationaliser, d'accord, vous devez savoir comment et quel est le style de leadership qui est accepté par la culture de ce pays-là. Donc, vous avez ici les styles de leadership et ici les 7 clusters. Concernant donc le leadership charismatique, il est plus élevé dans les pays anglo-saxons, les pays d'Europe germanique, les pays de l'Amérique latine et les pays de l'Europe nordique. Donc ici, vous allez utiliser dans ces pays le style de leadership charismatique. L'esprit, donc le leader qui a un esprit d'équipe, il est uniquement élevé donc dans les pays de l'Amérique latine.
Le style de leadership participatif, il est élevé dans les pays anglo-saxons, les pays donc euh, de l'Europe germanique, de l'Europe nordique et de l'Afrique subsaharienne. Le leadership donc orienté vers l'humain, il est plus élevé donc ici dans les pays anglo-saxons. Le leadership autonome, il est plus élevé dans les pays donc de l'Europe germanique. Et le leadership autoprotecteur, il est plus élevé dans dans les pays d'Asie. D'accord? Donc ici, vous devez plus que savoir sur le, le cadre culturel de Hofstede, donc les 6 dimensions, vous devez ajouter la dimension de le style de leadership adéquat, d'accord? Pour essayer de maximiser votre intégration dans cette culture et la compréhension. Plus vous comprenez comment, euh, comment pense et agit donc les individus de cette culture, de ce pays-là, donc vous allez savoir comment les gérer, comment communiquer avec eux et comment les orienter, comment savoir les diriger. On va prendre un exemple. Donc, l'Europe nordique présente de faibles niveaux de masculinité, de pouvoir et d'individualisme. Donc, ces individus préfèrent les leaders qui sont plus charismatiques et qui démontrent des tendances de leadership participatif. Le style le moins apprécié dans ce groupe est le leader autoprotecteur, représentatif des cultures individualistes. Donc, dans ces pays, puisque il y a des faibles niveaux donc d'individualisme et de pouvoir, donc on préfère avoir un leader charismatique à tendance participative. Dans les pays de l'Amérique latine, qui sont plus collectifs et ils ont une distance de pouvoir élevée et à éviter l'incertitude, on a besoin donc des leaders euh, qui prennent des décisions collectives et qui traitent leurs subordonnés avec formalité et qui font preuve de charisme. Le cas du Moyen-Orient, les pays du Moyen-Orient, donc ils ont tendance à obtenir donc des scores élevés pour l'évitement de l'incertitude, élevés pour le collectivisme et moyens pour la distance de pouvoir. Donc ici, les subordonnés sont restreints à prendre des décisions à risque, ce qui explique le classement élevé du style de leadership autonome. Les subordonnés préfèrent des leaders qui sont moins participatifs. Donc, ici, vous voyez cette, euh, ce classement selon les différentes dimensions, comment il va impacter donc, le style de leadership au sein de chaque culture. Alors, les clusters qui partagent des similarités ont un style de leadership charismatique et préféré dans tous les clusters, à l'exception de celui du Moyen-Orient. Le style de leadership orienté vers l'humain est préféré dans tous les clastres, sauf celui de l'Europe nordique. Les clastres donc qui ne préfèrent pas les styles de leadership basés sur les tendances individualistes, autonomes et protecteurs. Donc, selon ce cadre globe, il y a donc on a constaté qu'il existe des traits de caractère qui sont constatés de façon positive, donc surtout par tous les clastres, par tous les groupes de pays, qui sont donc
Par exemple, être honnête, digne de confiance, positif, dynamique, donc sont perçus de façon positive par le monde entier et étaient approuvés indépendamment de la culture nationale. Donc ici, peu importe la culture du pays, ces traits de caractère, donc ils sont perçus positivement par tous les pays. De même, donc, les comportements de leadership tels que le fait d'être solitaire, égocentrique et dictatorial étaient perçus de manière négative par tous les groupes. Donc ici, ces traits de comportement, à savoir solitaire, irritable, asocial, non coopératif, égocentrique, sont perçus comme comportements négatifs à travers tout le monde, peu importe la culture nationale. Alors, les managers doivent se préparer et comprendre les différences transnationales et leur impact sur les comportements des employés dans les multinationales. Donc ici, en tant que manager, vous devez vous préparer et comprendre ces différences, d'accord, pour comprendre aussi le fonctionnement et comment vous allez les gérer. Il existe de nombreuses similitudes entre les cultures. Le fait de se baser seulement sur ces cadres euh, pour comprendre une culture peut être trompeur. Donc, ces deux cadres, certes, ils apportent des connaissances qui sont très importantes et qui sont très utiles pour comprendre la culture d'un pays, d'accord? Mais euh, ils ne nous montrent pas et ne nous permettent pas de savoir tous les paramètres et de gérer tous les paramètres de la culture d'un pays bien déterminé. Donc, il faut étudier les dangers des stéréotypes culturels et la nécessité d'être prudent et de prendre en compte l'interaction entre la culture d'une nation et ses institutions sociales. Ceci va nous amener à l'étude des stéréotypes culturels et les institutions sociales. Pour cela, on doit comprendre c'est quoi les stéréotypes. Les stéréotypes sont des croyances que les personnes ou groupes sociaux portent les uns sur les autres et qui constituent avoir tous les membres sans distinction à travers des caractéristiques générales et simplificatrices. Les stéréotypes sont des représentations qui servent de point de repère lors des échanges entre personnes de nationalités différentes. Les stéréotypes présentent le risque qu'ils donnent une image incomplète des individus et ne tient pas compte des caractéristiques propres de chacun. Certes, on vit tous dans un même pays qui a une culture bien déterminée, mais chacun d'entre nous, il a sa propre culture, il y a des caractéristiques qui sont propres à cette personne elle-même, malgré que nous appartenons à un même pays, à une même culture. Donc, si je cite un exemple, la culture tunisienne n'est pas la même culture que, par exemple, la culture marocaine. Il y a une différence. Mais maintenant, je vais m'introduire au sein d'une même culture. Est-ce que vraiment tous les individus qui vivent dans un pays, dans un même pays, par exemple comme la Tunisie, est-ce qu'ils ont tous les mêmes caractéristiques culturelles? Oui ou non? On va donc essayer de répondre à cette question dans les diapos suivants. Certaines réalités culturelles ne correspondent pas aux catégories proposées par le modèle Globe et Hofstede. Les stéréotypes culturels se produisent lorsqu'on suppose que toutes les personnes au sein d'une culture, d'une même culture,
agissent, pensent et se comportent de la même manière. Ça veut dire que lorsque je parle du pays en Tunisie, deux Tunisiens qui vont, par exemple, participer à un événement. Ce sont deux Tunisiens sur leur territoire qui vont participer à un même événement. Ces deux personnes, ils vont penser, agir et se comporter de façon qui sont différentes. La question qui se pose, pourquoi? Ils sont tous les deux tunisiens. Pourquoi ils se comportent de façon qui est différente? Certes, il y a des paramètres euh, spécifiques à chacun d'entre eux qui va caractériser la façon ou qui va donner une image de leur culture. D'accord? Chacun, par exemple, lorsqu'ils vont partir à l'étranger, euh, on dit souvent que vous êtes tunisien, donc vous devez vous comporter de telle ou telle façon. Mais non, on n'est pas donc sorti d'une même usine, d'accord? On n'est pas un produit qui est fabriqué donc sur mesure. La culture, euh, certes, je suis tunisien, je porte la culture tunisienne et je participe donc donc je suis l'image de la Tunisie, d'accord? Mais euh, il y a des caractéristiques, il y a des spécificités propres à la personne et à l'individu lui-même. Bien que les cultures nationales puissent fournir une perspective pour mieux comprendre un pays, des généralisations générales ne sont pas nécessairement utiles. Donc, lorsqu'on dit il ne faut pas généraliser. Donc, les Tunisiens ou les Marocains ou les Français donc, ne vont pas donc se comporter ou penser de la même façon. D'accord? On n'est pas un produit qui est fabriqué dans une usine. Il est plus prudent euh, de comprendre qu'il existe des différences justificatives entre les personnes au sein d'une même culture. Même tant qu'ici, on est arrivé à comprendre que même si on appartient à une même culture, il y a des différences entre les personnes. D'accord? Le rôle, donc, ici, on va comprendre qu'est-ce qui cause cette différence entre les gens qui appartiennent à une même culture. Restons toujours dans la logique que je suis un manager et que je veux comprendre cette culture. Donc, gardez en tête que plus, euh, plus donc les dimensions présentées par les deux modèles de Hofstede et de le modèle Globe, vous devez vous intéresser à ces autres stéréotypes culturels. Donc, le rôle des institutions sociales dans le management international. Les chercheurs ont examiné l'hypothèse selon laquelle tous les résidents d'un pays donné se comporteront selon les normes culturelles générales et ont constaté que 80% de la variation des valeurs culturelles se produisent en fait à l'intérieur des pays. Donc ici, au sein d'une même culture, 80% de la variation des valeurs culturelles, elles se produisent au sein d'un même pays. Qu'est-ce que ça veut dire? Les chercheurs ont en fait constaté que d'autres facteurs culturels liés aux professions des gens ou à la richesse du pays jouent également un rôle essentiel. Donc ici, vous devez comprendre que
il y a des facteurs au sein d'une même culture qui vont changer, d'accord, et qui vont euh, constituer des variations au sein d'une même culture. Une institution sociale, c'est quoi? C'est un ensemble de positions, de rôles, de normes et de valeurs logées dans des types particuliers de structures sociales et organisant des modèles relativement stables de ressources humaines en ce qui concerne les problèmes fondamentaux de maintenir des structures sociétales viables dans un environnement donné. Donc, ce sont ces institutions, d'accord, qui vont participer à créer ce 80% de variation de culture. Les institutions sociales ont un fort effet sur la façon dont les gens pensent, agissent et se comportent. Premièrement, on va commencer par l'importance de la stratification sociale. La stratification sociale, ce sont euh, les avantages sociaux qui sont inégalement répartis et ces tendances se perpétuent à vie. Ces avantages sociaux comprennent la richesse, la répartition des revenus grâce à l'école et à la euh, parentalité. Les enfants apprennent à accepter une telle inégalité et avec le temps, elle devient un fait solidement établi et tenu pour acquis à la vie. Le niveau de stratification sociale dans un pays a un impact sur la façon dont les éléments du travail sont perçus. Il est important que les managers comprennent le niveau de stratification sociale d'un pays. Alors, c'est quoi la stratification sociale d'un pays? Donc, premièrement, on trouve cette pyramide-là. Les professions, donc, du premier niveau, on trouve donc les employés, les ouvriers, les professions intermédiaires, ensuite les cadres, les agriculteurs, les commerçants artisans et les chefs d'entreprise. Cette stratification, elle change d'un pays à un autre. D'accord? C'est c'est comment on va comprendre, nous, euh, ça permet aux managers de comprendre le niveau de stratification de ce pays. D'accord? Ce niveau de stratification se traduit par les sociétés, donc selon quoi? Selon l'âge, selon la catégorie socio-professionnelle, la profession, le statut, place dans l'hierarchie, le niveau de revenu de patrimoine, le genre, donc conciliation vie familiale et vie professionnelle, le lieu le lieu de résidence, zone urbaine, le quartier et le logement, le niveau de diplôme, donc sans diplôme à partir donc du sans diplôme jusqu'au au bac, la composition donc de ménage, famille donc ou couple avec enfant, euh, le niveau de stratification sociale se traduit par des sociétés où seules quelques personnes privilégiées ont accès à des emplois présentant des avantages liés au travail, tels que la capacité de travailler à des emplois enrichis, qui peuvent contribuer à la croissance personnelle et qui peuvent ne pas être étroitement surveillés. Donc ici, il est important pour les dirigeants multinationaux de comprendre les attitudes des employés à l'égard du travail dans une société où l'entreprise, elle va opérer. Donc, ce schéma, donc, il présente il présente le niveau d'inégalité sociale au niveau donc de l'emploi au sein de ces entreprises. Par exemple, on a l'Afrique du Sud, le Hong Kong, la Colombie ont des indices de Gini
les plus élevés, ce qui indique une grande inégalité sociale. La Finlande, la Maldive et l'Allemagne sont parmi donc, les pays ayant le plus faible de degré d'inégalité sociale. Donc ici, c'est important pour que lorsque je vais internationaliser ou lorsqu'on parle de management international, vous devez comprendre euh, est-ce que c'est une société où il y a de l'inégalité ou euh, est-ce qu'il y a donc un taux faible d'inégalité sociale ou par contre il y a donc un taux d'inégalité qui est faible. D'accord? Deuxième, après la stratification sociale, on trouve l'éducation. L'éducation, elle joue un rôle essentiel dans la socialisation des individus, dans les normes attendues dans leur société. La recherche a montré que l'éducation a un impact sur de nombreux aspects de travail, y compris l'attachement des employés au travail et les rôles de genre. D'accord? Le rôle de genre. Donc ici, on parle féminin ou masculin. Quelle est la position, quelle est la valeur, quel est quelle est la valeur et quel est le rôle de chaque genre au travail. Lorsque nous serons donc des individus qui ont accès à l'éducation euh, donc, on a plus de moyens de ressentir la satisfaction dans la vie et moins le travail est susceptible de jouer un rôle essentiel. Là où l'éducation est moins accessible, les individus doivent compter sur leur travail pour obtenir les récompenses souhaitées. Donc ici, ceci nous amène à comprendre que dans les sociétés où l'accès à l'éducation est plus élevé, les cadres sont plus ouverts d'esprit à l'égard des femmes sur le lieu de travail. Donc ici, euh, lorsque le pays permet à tous ses citoyens masculins et féminins de s'initier, d'avoir un parcours éducatif intéressant, un pays donc qui s'intéresse et disons, il met le paquet pour avoir des individus et des citoyens bien éduqués, qui, parce que, en d'autres termes, c'est cette éducation qui va premièrement favoriser d'avoir des individus qui ont des compétences, qui ont des aptitudes, qui ont des connaissances et qui peuvent gérer donc différentes situations. Euh, c'est le fait d'avoir un tissu d'individus euh, bien éduqués, bien cultivés euh, qui ont, euh, qui peuvent générer de la valeur ajoutée à la nation et à ce pays-là. Et ça va permettre d'augmenter aussi euh, le niveau de collaboration entre hommes et femmes sur le lieu de travail. Donc ici, il y a certains pays où on accepte mal l'existence d'une femme sur les lieux de travail. Donc, je vous donne l'exemple. Par exemple, euh, on est, euh, donc moi-même, j'ai vécu donc cette expérience lorsque j'ai fait donc un stage euh, sur, euh, sur les lieux des ports. Euh, j'ai compris que l'existence d'une femme euh, sur, sur le quai et donc sur les quais et dans l'environnement donc, où on fait le
transbordement des marchandises, j'ai compris que l'existence d'une femme donc n'est pas la bienvenue dans cet environnement donc qui est masculin, d'accord? Mais, euh, le, mais j'ai dit que en fait, on est une société qui est bien éduquée et que cette idée, elle doit changer, d'accord? Donc ici, l'éducation, elle a un rôle. Donc, lorsque vous êtes manager, vous devez savoir que l'éducation, elle joue ou elle vous permet de comprendre, de mieux comprendre la culture d'un pays. Donc, vous devez la prendre en considération. Ceci va nous amener à comprendre l'importance de l'éducation en tant qu'influence dans la société et les individus qui ont des niveaux similaires d'accessibilité à l'éducation peuvent se comporter de manière plus similaire, quelles que soient les différences culturelles. Donc, peu importe les différences culturelles, si on a accès à l'éducation, donc on peut avoir des similitudes dans les comportements. Le troisième paramètre, c'est la religion. La religion, c'est l'ensemble partagé de croyances, d'activités et d'institutions basées sur la foi dans les forces surnaturelles. La religion a toujours été et continue d'être un aspect critique de l'environnement commercial international. Donc ici, lorsque je vais partir à l'international, je vais m'implanter dans un pays à l'international, je dois comprendre cette religion-là. Quelle, quelle est donc la religion qui détient le plus donc de pourcentage? Par exemple, chez nous, les pays arabo-musulmans, donc on a l'islam donc qui est notre religion. Lorsque une entreprise elle va venir s'implanter dans nos pays, elle doit comprendre notre religion pour s'adapter au niveau de communication, pour adapter ses produits à nos religions, pour respecter notre religion, d'accord? Pour aussi, pour qu'elle puisse réussir. Parce que la religion, elle fait partie donc présente de notre vie quotidienne. Donc, on ne peut pas s'en en passer si je veux m'implanter dans un pays quelconque. Et ça, donc, on trouve ici la répartition donc, des religions sur le monde. Lorsqu'on parle donc de la religion chrétienne, cette religion donc, elle encourage l'esprit d'entreprise, en particulier dans les sociétés caractérisées par de forts investissements dans la recherche et le développement. Lorsque je parle des pays donc, de religion pardon, musulmane. Donc, il y a les 5 principes de l'islam. Donc, euh, en tant que manager, vous devez donc les savoir et vous devez donc les respecter. Donc, comme donc euh, la période, le mois de Ramadan. Les entreprises multinationales donc, qui veulent travailler avec les institutions et les banques financières locales vont trouver des moyens créatifs pour payer les intérêts sous forme de participation ou de bénéfices ou d'autres transactions financières. Donc, ici euh, euh, pour respecter la religion au niveau des intérêts. On trouve aussi euh, On trouve aussi donc la religion donc hindoue. C'est l'une de ses facettes, c'est qu'il existe un système de caste.
qui fait référence à l'organisation de la société indienne basée sur 4 groupes professionnels. Premièrement, les prêtres, deuxièmement, les rois et les guerriers, ensuite les marchands et les agriculteurs et les travailleurs manuels et les artisans. Donc, comme exemple, pour comprendre comment à l'international vous devez réfléchir. Le fait qu'un membre d'une caste inférieure supervise des individus de caste supérieure peut être problématique. Donc ici, vous avez un classement. Si par exemple, un travailleur, il va venir donc superviser des marchands, il y aura un problème. Vous allez créer un conflit. L'une des croyances les plus pertinentes est que les hindous donc considèrent les vaches comme sacrées. Donc ici, je vais vous donner l'exemple de McDonald's. Lorsqu'il va donc s'implanter en Inde, donc il ne doit pas inclure les produits à base de bœuf. Donc, vous voyez ici comment on s'adapte et on prend la religion en considération lorsque nous allons nous implanter à l'international. Ici, vous allez créer un conflit et certainement, vous allez bloquer donc votre travail. Alors, ici, on arrive donc, ce sont quelques références que vous pouvez les trouver. Donc, je vais essayer donc ici de résumer ce que on vient de voir ensemble. C'est que partir à l'international devient obligatoire. D'accord? Et si je veux garantir le fait d'avoir un management international réussi, je dois savoir comprendre et collecter des informations sur la culture du pays où je vais implanter une filiale, si je veux exporter mes produits, si je veux donc euh, faire une fusion donc, ou acquisition, départ dans une entreprise à l'international. Il y a certaines choses, vous devez comprendre la culture. La culture, vous allez la comprendre à travers les 2 modèles donc, de Globe et Hofstede, plus vous devez prendre en considération les différents stéréotypes, vous devez savoir et comprendre les religions de chaque pays, vous devez donc savoir euh, donc la stratification et la relation donc, entre les différentes strates de ce pays, et aussi donc vous devez savoir l'impact des différentes institutions sur la culture de l'entreprise. Et surtout, vous devez garder en tête que au sein d'une même culture, les individus donc peuvent se comporter, penser et agir de façon qui est différente. Ça, c'est la première partie concernant le management international. Donc, je vous attends donc dans la deuxième partie de ce chapitre-là, qui n'est que on va essayer d'utiliser toutes les connaissances issues donc des chapitres précédents et nous allons nous mener de ces connaissances pour comprendre le management international et pour avoir une opportunité de créer une entreprise ou de s'implanter à l'international. Manager l'international, c'est manager les différents types de cultures. On se rencontre à la prochaine partie. Merci à vous.